Et donc merci beaucoup pour cette invitation, pour ce premier événement dont l'organisation m'impressionne franchement. Je trouve ça très courageux en ce moment d'organiser un événement de ce genre, donc je suis très content d'être là. Et effectivement, j'ai travaillé sur cette question du barbelé il y a plus de 20 ans maintenant. Donc est-ce que je suis fatigué d'en parler depuis 20 ans? Je ne sais pas. En tout cas là aujourd'hui je suis content d'être là et d'en parler, donc ça ira. Non, non, c'est évidemment intéressant, et d'autant plus que par rapport à la situation d'il y a 20 ans, quand j'avais travaillé sur cet objet, les choses ont un peu évolué. Et donc je vais essayer aussi d'en parler. Euh, pour commencer tout de suite, pour se mettre d'accord sur la manière que j'ai eu d'aborder cet objet, qui dans un premier temps peut apparaître assez trivial en fait. Et moi j'ai une formation de philosophe, donc un philosophe qui travaille sur le fil de fer barbelé, au début on ne comprend pas forcément pourquoi et pourquoi faire. Donc moi ce qui m'a intéressé évidemment c'est pas la dimension agricole du barbelé, même si au début c'est un outil d'agriculture, mais en fait si on prend le concertina actuel et sur les images que vous avez pu voir, pas toutes d'ailleurs, mais c'est ce qu'on appelle le barbelé rasoir, que vous pouvez voir à différents endroits aujourd'hui, et en l'occurrence le barbelé rasoir ce n'est plus du tout un outil agricole. J'en parlais avec des gens qui connaissent ça, et le barbelé rasoir évidemment est beaucoup trop dangereux pour les animaux. C'est réservé pour les êtres humains. Donc on est déjà, voilà, on a dépassé ce stade du barbelé agricole utilisé sur des humains. On a un barbelé spécial, voilà, pour nous. Donc le barbelé, évidemment, tout de suite, c'est un objet d'abord agricole, mais en fait, immédiatement, c'est un objet politique. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Par ailleurs, si c'est une histoire du barbelé, je ne l'ai pas abordé uniquement comme un historien, je ne suis pas historien. Donc j'ai fait l'histoire, une histoire de certains usages, les usages principaux du barbelé dont on va parler. Mais le but de cette histoire, c'est pas simplement de faire une séquence comme ça, un panorama des usages du barbelé. C'était de voir ce que le barbelé pouvait nous dire, nous apprendre, d'abord sur l'exercice du pouvoir sur l'espace et sur l'évolution de l'exercice du pouvoir sur l'espace dans la modernité et dans notre actualité. Et puis par extension, sur l'exercice du pouvoir en général. Et en l'occurrence, et je le dis tout de suite, et ça c'est très important qu'on se mette d'accord là-dessus, quand j'ai abordé le barbelé, que j'ai commencé à travailler sur ces usages du barbelé, j'ai en fait pris assez rapidement le contre-pied de la compréhension première qu'on peut avoir sur cet objet. Globalement, on a une compréhension de cet objet qui est d'abord basée, focalisée sur la brutalité physique, puisque c'est un objet qui déchire les corps, qui déchire les chairs, qui est potentiellement mortel, donc d'une très grande brutalité physique. Et puis, c'est un objet relativement archaïque. C'est un objet low-tech, c'est-à-dire c'est un objet simple d'abord, et puis qui provient de l'industrie du 19e siècle, et qui, même sous sa forme rasoir, reste assez fruste au niveau technique. Surtout, évidemment, quand on a en tête les nouvelles technologies qui servent à exercer un pouvoir sur l'espace, que ce soit les caméras, tous les systèmes d'ondes, les satellites, etc. Bon. Donc l'abord qu'on a du barbelé, c'est plutôt un objet qui représente une barbarie ou une violence politique extrême, archaïque. Et donc, encore une fois, ça le relèguerait un peu dans un objet d'histoire, mais qui ne nous dirait pas forcément des choses très précises ou importantes sur notre présent. Or, c'est le contre-pied que j'ai pris, c'est qu'il me semble que le barbelé, enfin, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, est en fait à comprendre d'une manière presque inverse, comme une étape ou un jalon dans un processus de transformation fondamentale de l'exercice du pouvoir sur l'espace, qu'on peut appeler un processus de virtualisation de l'exercice du pouvoir sur l'espace. Quand on dit virtualisation, ça veut dire que, et là aussi la compréhension naïve, entre guillemets, c'est virtualisation, ça veut dire dématérialisation. Et effectivement, le barbelé, c'est un objet léger. Et dans ce sens-là, la séquence qui porte le livre, qui porte mon travail, c'était une séquence historique du type le mur, comme mur massif, comme mode traditionnel d'exercice du pouvoir sur l'espace, le mur de la forteresse, le mur de éventuellement la frontière, hein, on peut penser aux limes romains, bon, etc. Donc, le mur massif qui sert à créer une différence dans l'espace, une séparation, une délimitation. Bon. Bien, le barbelé, c'est déjà un début de disparition de ce mur. C'est un minimum de mur. C'est un squelette de mur. C'est un mur allégé.
Et donc la séquence était le mur massif, le barbelé, et ensuite quoi? Plus rien. Pas plus rien, mais des ondes. La capacité à délimiter un espace, à fermer, à créer des différences hiérarchiques, par exemple, dans l'espace, des droits d'entrée et de sortie, etc., sans matière, ou quasiment sans matière. Donc, une séquence, vous voyez un peu un contre-pied, c'est-à-dire, en fait, le barbelé est un jalon qui, dans un mouvement qui va du mur, en passant par le barbelé, aux nouvelles technologies électroniques, informatiques et ondulatoires. Mais si je m'arrête là, en fait, je suis en train de parler d'autre chose du barbelé que le barbelé, et je serais amené à vous dire, en fait, l'actualité, notre actualité du pouvoir sur l'espace, ce serait plutôt ces nouvelles technologies. Le barbelé étant un jalon, mais un jalon dépassé. Or, si on est là, et c'est pour des bonnes raisons, et si le concertina est le symbole un peu de ces rencontres, c'est parce que tout le monde sait que le barbelé a une forte actualité. Et donc, c'est ça que je voudrais interroger avec vous, c'est l'ambiguïté, l'ambivalence de cette actualité du barbelé, alors qu'en fait, il est dépassé en quelque sorte, pour plusieurs raisons qu'on va voir, par des nouvelles technologies. Donc, j'espère qu'on est à peu près d'accord sur ces présupposés. Donc on va quand même faire un peu d'histoire, à travers juste une mention des usages principaux du barbelé, des usages politiques principaux du barbelé. C'était dans le livre original, c'est-à-dire la prairie américaine, la colonisation de la prairie américaine, l'utilisation du barbelé dans la guerre, et en particulier la guerre de tranchées, en particulier pendant la Première Guerre mondiale, et puis l'utilisation des barbelés dans les camps de concentration, qui sont peut-être le dispositif central du XXe siècle. Et à travers ces utilisations, on va d'abord essayer de comprendre justement pourquoi le barbelé a été inventé et utilisé massivement. Pourquoi cet objet? Puisqu'il faut toujours se dire, ça aurait pu être autre chose. Donc ce qui est intéressant avec le barbelé, c'est que c'est effectivement quelque chose qui a été inventé. C'est une invention, c'est un dépôt de brevet. Et ce n'est pas inventé n'importe où et n'importe quand et pour n'importe quelle raison, c'est inventé pour répondre à une nécessité. La nécessité, c'est, pour résumer bien sûr schématiquement, la difficulté de prolonger la colonisation du territoire d'Amérique du Nord, des États-Unis, par les moyens classiques. Pour condenser cette difficulté, c'est-à-dire qu'en gros, la colonisation agricole des colons freine, s'arrête à l'est du Mississippi. Pourquoi? Parce qu'à l'ouest du Mississippi s'ouvre en gros le territoire des Grandes Plaines. Et pour coloniser cet espace, en particulier d'un point de vue agricole, c'est-à-dire pour des champs, les techniques classiques de clôture, c'est-à-dire de colonisation de l'espace, de délimitation agricole de l'espace, sont inefficaces. C'est-à-dire, quelles sont les techniques classiques? C'est des murets de pierre, justement, des grandes rails de planches, donc du bois, ou des haies vives, c'est-à-dire des haies faites en plante. Bon, ces trois techniques ne sont pas utilisables sur ces immenses espaces avec des conditions climatiques extrêmement rudes. Voilà, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas assez de bois, et les haies vives, elles ne peuvent pas se développer. Et donc, une première idée, pour résumer aussi, schématiser un peu et rendre ça un peu, faire un récit, ce serait évidemment d'utiliser le fil de fer. Mais le fil de fer, vous tendez des fils de fer, ça a été tenté. Mais premièrement, ce fil de fer, en fait, il ne résiste pas aux conditions climatiques, c'est-à-dire la chaleur, il se détend. Ensuite, quand il fait froid, il se casse. Et puis, au final, ce qu'il faut repousser, c'est quand même des bêtes sauvages, où il faut empêcher des troupeaux, des immenses troupeaux d'entrer sur les champs, etc. Donc, évidemment, un fil de fer barbelé, ce n'est pas suffisant. Donc, l'invention, il va y avoir d'ailleurs des multiples brevets qui vont être déposés pour créer une clôture défensive. Artificielle, donc pas basée sur le bois, la pierre, les plantes, artificielle et défensive, c'est-à-dire répulsive. Il y a plein de brevets très rigolos, si on veut. C'est la perversité du chercheur, ça, en général. On trouve ça super quand on voit un truc absolument affreux, mais on se dit « Ah, ça, c'est génial ». Bon, donc, des choses hérissées, des choses en forme d'éperon, des choses en forme de pointe, tout ce que vous voulez. Et c'est intéressant parce qu'il y a une forme de sélection des différents brevets pour arriver au brevet le plus efficient, c'est-à-dire le plus simple à fabriquer, le plus efficace pour ce qu'on veut. Donc le barbelé est très intéressant, la pureté de sa forme, alors là, pensez à la forme agricole, c'est-à-dire un fil de fer, serti sur le fil de fer des barbes torsadées, une torsade de fil de fer avec 2 barbes biseautées au bout, et ça, c'est serré sur le premier fil par un autre fil qui torsadé sur le premier. Un fil de fer barbelé, quoi.
Mais c'est génial parce que ça répond à toutes les questions. La question de la solidité du fil, puisque les 2 fils torsadés rendent le fil extrêmement solide. Et ça serre la barbe sur le premier fil, ce qui fait qu'elle aussi elle est inamovible, et qu'elle donc elle peut piquer la chair de tous les êtres vivants qui voudraient passer la limite. Les animaux sauvages, les troupeaux, les Indiens. Donc, ce brevet va s'imposer 1874. Et très rapidement, en plus, évidemment, il va se diffuser massivement aux États-Unis, mais au niveau mondial très rapidement, parce que, évidemment, c'est un objet industriel. En même temps que le brevet du barbelé, il y a le brevet de la machine pour le fabriquer. Et donc, il va être fabriqué en série, avec les capacités industrielles. D'ailleurs, il y a des choses aussi intéressantes. Il est industriel à 2 niveaux, à ce niveau-là, mais aussi au niveau de la communication. C'est-à-dire qu'il va aussi être vendu par des campagnes de communication extrêmement innovantes qui vont le rendre hégémonique. Et il ne va plus y avoir que ça. Donc, ça va permettre la progression de la colonisation de l'espace américain, l'avancée de la frontière vers l'ouest et la colonisation totale du territoire. Quelqu'un avait dit ça a été rendu possible, cette avancée vers l'ouest, par le chemin de fer, le sicou et le barbelé. C'est évidemment schématique, mais il faut savoir, et vous verrez, pour ceux qui iront voir le film de Sophie Bruno, c'est ça, La Corde du Diable, que je vous conseille, qui est sur le barbelé aux États-Unis. Et vous verrez l'importance culturelle qu'a le barbelé aux États-Unis, dont ils sont très conscients de la place qu'a cet objet dans leur histoire. Une histoire de colonisation. Alors évidemment, objet agricole, objet de colonisation de l'espace, d'exploitation économique du sol, etc. Et donc immédiatement aussi objet politique. C'est politique d'exploiter le sol en se basant sur la propriété privée, etc. C'est très politique. Mais là, on est sur un accent politique différent. C'est-à-dire un accent politique déjà de la catastrophe. Le barbelé, il est immédiatement lié à l'exercice d'un pouvoir catastrophique. Catastrophique pour les Indiens, bien sûr. C'est-à-dire que l'avancée de la frontière, elle va repousser, elle va être alors c'est pas aussi schématique, mais globalement, elle va représenter l'avancée de la frontière, le recul des Indiens par toutes sortes de déportations, etc., etc. Et ensuite, par ce qu'on peut appeler le lotissement des réserves. C'est-à-dire l'enfermement des réserves sur elles-mêmes et même des efforts pour lotir, c'est-à-dire découper en propriété privée les réserves indiennes, etc. Le barbelé est le synonyme de la colonisation, d'une exploitation industrielle du territoire basée sur la propriété privée. Ce qui veut dire que à l'ethnocide, enfin plutôt génocide indien succède l'ethnocide, c'est-à-dire que les peuples indiens ne peuvent pas vivre selon leur propre culture, mode d'existence, dans un territoire de ce genre. C'est Tocqueville qui le dit très bien après son voyage en Amérique. Il le dit avec force et avec une grande lucidité. Les Indiens reculent à mesure que la frontière avance. Et les Indiens, les races indiennes, fondent comme la neige au soleil. Mais tout de suite, ce versant catastrophique de l'utilisation du barbelé doit nous signaler quelque chose de fondamental qu'on doit avoir en tête, c'est l'ambivalence de ce processus. Parce qu'en fait, le barbelé est un outil de progrès. C'est un outil de progrès technique qui permet une colonisation de l'espace. Et c'est un outil de progrès politique dans la mesure où le barbelé, l'avancée de la frontière barbelée est aussi l'avancée de la frontière de la démocratie. Ce qui avance avec le barbelé, c'est la démocratie libérale industrielle, qui est inclusive. C'est-à-dire que tous les migrants qui arrivent aux États-Unis, les migrants blancs essentiellement, là c'est mieux, c'est beaucoup mieux, vont être inclus dans une démocratie, disons, d'égalité des droits, comme citoyens et comme travailleurs industriels. C'est la double inclusion, citoyens et aussi prolétaires. Mais ça va avec. Bon. Mais disons, voilà, c'est l'inclusion démocratique américaine qui progresse avec la frontière barbelée. C'est les Lumières. Le barbelé fait progresser les Lumières. C'est pour ça que Tocqueville peut dire ça. Mais les Indiens, eux, ils vont fondre devant cette lumière, parce qu'ils ne sont pas inclusifs. On ne peut pas les inclure dans ce processus de civilisation démocratique, libérale, industrielle. Et donc, puisqu'on ne peut pas les inclure et les faire devenir des citoyens prolétaires dans un univers de ce genre, eh bien, ils disparaissent. Soit ils sont inclus dans ces normes-là, soit ils disparaissent. Autrement dit, le processus d'inclusion de la modernité démocratique est très puissant, mais ce que dit Tocqueville finalement, c'est que ces dehors sont des gouffres. Soit vous êtes inclus dans ces normes, soit vous disparaissez.
C'est ça que représente déjà le barbelé. Alors quand je dis qu'il représente ça déjà, si on prend cette époque-là, fin 19e, début 20e, on ne peut pas dire que le barbelé soit déjà tout de suite devenu un symbole de ça. Que le barbelé devienne un symbole de ça, ça a demandé d'autres choses. Bon, alors immédiatement, étant donné l'efficacité de cet outil et son côté très ajusté par rapport à toute une série de besoins, il va être utilisé pour faire la guerre, très rapidement. C'est-à-dire au moins, mais même avant ça, mais c'est avéré dès la guerre russo-japonaise autour de 1904-1905. C'est-à-dire des systèmes de fortification de campagne, de tranchées, qui vont utiliser des réseaux de barbelés pour retarder l'avancée de l'ennemi. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, c'est que la nécessité et l'utilisation massive du barbelé dans les tactiques militaires, c'est quelque chose qui est rendu nécessaire par justement aussi là le progrès des tactiques et du matériel militaire. En fait, c'est ce qu'on va appeler le développement de la fortification de campagne, c'est-à-dire la capacité à fortifier les positions pendant le mouvement, c'est-à-dire non pas se baser sur des forteresses fixes qui maillent le territoire, mais être capable de fortifier les positions dans le mouvement. C'est-à-dire on avance, il y a un mouvement d'offensive, cet mouvement d'offensive est bloqué, temporairement, il faut pouvoir fortifier tout de suite les lignes pour se protéger du tir de l'ennemi et en attendre une avancée suivante. Ceci est rendu nécessaire par justement l'augmentation, le développement de la puissance de feu. C'est-à-dire que, et ça c'est déjà tout à fait net pendant la guerre de sécession, le développement de l'artillerie, le développement des fusils à répétition, le développement même des armes à répétition, etc., font que le mouvement d'offensive à découvert est extrêmement dangereux. Il faut être capable de se fortifier, donc de se protéger sur le terrain très rapidement. Donc, c'est le dispositif des tranchées. Tiens, on creuse déjà, on creuse, plus ou moins, et devant cette petite protection, on crée des défenses qui ont pour vocation de, essentiellement, ralentir l'ennemi. Ralentir pourquoi ? Pour pouvoir justement tirer dessus avec les armes rapides avant qu'il arrive. Donc avant le barbelé, puisque la guerre de sécession c'est avant le barbelé, eh bien on met ce qu'on appelle des défenses accessoires devant les tranchées pour ralentir cet ennemi. Donc ça va être, on va balancer des branchages, on va faire évidemment des trous avec des pointes à la romaine en quelque sorte. On va faire des mines, etc., etc. On va faire aussi des choses lourdes avec des structures de fer, de métal qu'on balance devant, etc. aussi. Mais vous voyez, tout le défaut de ça, c'est un peu la même chose que pour la dimension agricole. Et donc, quand le barbelé va être disponible, industriellement, il va être tout de suite utilisé pour fortifier les positions temporaires dans la guerre moderne, qui est justement une guerre de succession, d'offensive et d'arrêt. Bon, tout ça il devient hyper évident avec la Première Guerre mondiale, puisque ce qui va se passer, c'est que le front il va s'arrêter tout court. C'est-à-dire, l'offensive va être stoppée très rapidement, d'une manière très durable, et sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est-à-dire que le problème, ça va être de fortifier des positions sur des milliers de kilomètres, d'une manière très très robuste, puisque là on a des armées extrêmement équipées. Et puis en plus de ça, évidemment, le front est immobilisé, mais vous connaissez bien la question. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a la tranchée là, il y a la tranchée ennemie en face. On fait quand même une offensive où on perd un tiers des hommes. On occupe la tranchée ennemie, mais là, à ce moment-là, quand on occupe la tranchée ennemie, il faut retourner la défense. Il faut faire la défense de l'autre côté. Donc il faut être capable de fortifier cette nouvelle tranchée immédiatement. Et ensuite, cette tranchée, on peut la perdre. Ou alors, on va gagner la tranchée suivante, il faut refaire ça, on va reperdre une tranchée, etc., etc. Donc c'est ça, le mouvement. Ce n'est pas un mouvement d'offensive, réellement, c'est un mouvement de tranchée en tranchée. Donc la rapidité et l'efficacité de la fortification est essentielle. Et donc là, on va vraiment développer très fortement l'utilisation du barbelé pour faire des réseaux incroyables d'entrelacement de barbelés devant les tranchées pour freiner les soldats. Là, vous connaissez certainement, soit dans des films, des images, ou même des jeux vidéo, parce qu'on peut expérimenter par des jeux vidéo maintenant le fait de se prendre dans des fils de fer barbelés. Alors ça reste virtuel, heureusement. J'ai pas d'image là, parce que c'est vraiment extrêmement graphique, le barbelé, évidemment. Et donc, ça va être là devenir quelque chose d'assez central, enfin, d'important, si ce n'est central. Pas central, mais important dans l'expérience de la guerre. L'expérience de la guerre, vous avez lu des récits, vous avez vu les tranchées, c'est-à-dire l'attente et l'ennui d'ailleurs dans les tranchées, et la saleté, etc. C'est l'offensive dans le no man's land, c'est-à-dire l'expérience d'un endroit lunaire
totalement saturés de violence et de bombardement, et les barbelés. Et les barbelés sur lesquels on arrive quand on a passé tout ça, et sur lesquels on vient, non pas buter, je reviendrai sur cette question-là, non pas buter, on ne bute pas contre un réseau de barbelés, on s'effondre dedans, on est pris dedans. Voilà. On est pris dedans, comme une toile d'araignée, mais une toile d'araignée qui déchire la chair, et on ne peut plus en sortir. Alors là, il y a évidemment énormément de choses sur les récits des poilus, poilus ou des soldats allemands, ou anglais ou autres, c'est pareil. Des camarades qui sont dans les réseaux de barbelés et qui agonisent toute la nuit, ou dans le no man's land d'ailleurs, mais jusqu'à des escouades qui vont aller achever des personnes, des camarades qui sont pris dans le réseau de barbelés pour arrêter de les entendre en quelque sorte. Donc ça va devenir là déjà quelque chose qui n'est pas un symbole central, parce que disons, si vous regardez l'art autour de la Première Guerre mondiale, ce qui va beaucoup ressortir, c'est le no man's land. C'est-à-dire la tentative d'essayer de faire comprendre à ceux qui n'y sont pas allés, qui n'ont pas vécu cette exposition radicale à la mort permanente, leur faire comprendre ce que ça peut être. Et dans cette tentative de symbolisation de la violence radicale industrielle de la guerre moderne, vous avez le no man's land, et le barbelé est un élément de ce paysage. Un élément important, mais ce n'est qu'un élément de ce paysage. Et enfin, bien sûr, mais en fait, quand je dis « et enfin », on a l'impression que c'est chronologique. Ça n'est pas vraiment, parce que, de la même manière, le barbelé va être utilisé immédiatement, quasiment immédiatement, pour enfermer des gens. Et en l'occurrence, pour enfermer des populations civiles. C'est-à-dire pour faire des camps de concentration de population. Le dispositif qui consiste à concentrer une quantité importante de populations civiles, c'est-à-dire que ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des criminels, donc ils ne sont pas désignés par des procédures connues pour être enfermés, ils sont enfermés parce qu'à un moment donné, ce sont des populations indésirables. Et ils sont enfermés dans des conditions qui consistent justement à parquer des indésirables en attendant de savoir plus ou moins ce qu'on va en faire. Donc forcément, c'est des conditions négatives d'existence. Pour l'instant, j'euphémise un peu. Mais ça, c'est le point commun de tout ce qu'on peut appeler camp de concentration. C'est-à-dire on concentre des populations civiles indésirables en attendant de savoir ce qu'on va en faire, et peut-être très longtemps. Donc, je dis ça exprès pour que vous voyez que cette forme, elle est extrêmement large. Elle peut prendre des formes très différentes, je vais y venir, qu'il ne faut pas confondre, par ailleurs. Mais en même temps, il y a ce point commun. Autrement dit, le camp de concentration est un outil de gestion des populations, en exerçant un pouvoir sur l'espace, qui a été utilisé par tous les régimes. Et en quelque sorte, sans faire de polémique, on pourra en discuter, qui est utilisé aujourd'hui par tous les régimes. Et j'entends aussi donc bien parler démocratie. Et ceci immédiatement. Donc, ce dispositif qui consiste donc à capturer, concentrer des populations civiles dans des conditions de dénuement ou de quasi-abandon, parce qu'elles sont simplement indésirables pour un certain ordre de la société, et en attendant de savoir ce qu'on va en faire, c'est un dispositif qui va être utilisé par les Espagnols dans la guerre d'indépendance de Cuba, qui va être utilisé par les Anglais contre les Boers en Afrique du Sud, qui va être utilisé dans des camps de prisonniers ou de déplacés pendant la Première Guerre mondiale, etc. etc., etc. Je ne vais pas faire la litanie parce qu'elle est trop longue, elle est impossible à faire, en quelque sorte. Ceci dit, j'insiste sur le point que, à la fois, ce dispositif nous dit quelque chose de la politique moderne, et une chose très importante à avoir toujours en tête sur la politique démocratique libérale, mais je pense qu'il est très important, évidemment, je ne sais pas comment le dire même plus fortement, mais de ne pas confondre toutes ces formes de camps, et en particulier ce qui me semble être malgré tout une forme de singularité à l'intérieur de cet espace, de ces éléments-là, des camps de concentration et d'extermination nazie. Pour deux raisons particulièrement. Au niveau où je me place, il y aurait évidemment tellement de choses à dire. Mais au niveau où je me place, pour deux raisons principalement. D'abord parce que ces camps vont être des camps, non pas de concentration de population indésirable en attendant de savoir ce qu'on va en faire, parce qu'on sait très bien ce qu'on veut en faire. Donc ce sont des camps d'enfermement pour exterminer. Ce sont donc des usines d'extermination, des usines de mort. C'est très important parce que ça signale que ces lieux
Ce que disait déjà Tocqueville sur l'ambivalence ou l'ambiguïté du principe de la modernité, là, on est dans l'ambivalence maximale. Puisqu'on a un lieu qui est un lieu de l'industrie moderne. C'est un lieu de la civilisation. C'est un lieu qui n'est rendu possible que par le progrès occidental industriel. Le camp de concentration, c'est une usine. C'est un objet industriel. Sauf que cette usine, elle est utilisée non pas pour produire des marchandises, mais pour détruire des êtres humains. Donc l'inversion et l'ambivalence, si on peut dire, elle est là à son maximum. Et puis, dans un certain nombre de camps qui sont les camps d'extermination pure, pourrait-on dire, en particulier Sobibor, Belzec, Treblinka par exemple, ce qui est très important, c'est que ces camps, ils vont être, et le barbelé est donc un élément essentiel de ça, ils vont être détruits une fois la tâche terminée. Et c'est pour ça, bien sûr qu'il ne faut pas les faire en dur. Ce n'est pas fait pour être quelque chose de durable. Ce n'est pas une manifestation explicite et durable du pouvoir. C'est une manifestation temporaire, extrême et relativement cachée d'un pouvoir donc bien spécifique. Et il faut pouvoir effacer les traces du méfait. Et donc à Treblinka, tout enlever, labourer la terre et planter des arbres. D'où l'utilisation de ce matériau temporaire, virtualisé, et en même temps extrêmement puissant, qu'est le barbelé. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là sur cette petite séquence historique, et puis on pourra donc, j'espère, échanger après, sur ces questions-là, revenir sur certains points. Mais déjà, là, on va faire un peu de philo, finalement, on va sortir un peu de la description historique, et rentrer dans quelque chose de plus conceptuel. Alors pareil, si c'est un peu abstrait, vous me direz, on pourra y revenir. Ça devrait aller. C'est finalement assez simple. À travers ces différents usages du barbelé, on peut comprendre que la nécessité de l'utilisation de cet outil dans ces dispositifs-là, la prairie, la tranchée, le camp, nous indique non pas simplement une évolution du pouvoir sur l'espace, mais une rupture fondamentale dans la logique même et la forme de l'exercice du pouvoir sur l'espace. En gros, le pouvoir sur l'espace qui s'exprime, qui s'actualise dans ces différents dispositifs, il est opposé terme à terme, on ne peut pas faire plus clair, terme à terme, à l'exercice du pouvoir sur l'espace classique, on pourrait appeler ça comme ça, qu'on peut appeler aussi l'exercice du pouvoir sur l'espace souverain. Classique, dont la forme que vous pouvez avoir en tête est la forteresse. C'est-à-dire un pouvoir d'exercice, un pouvoir sur l'espace en tant que territoire d'une souveraineté. Je vais détailler. Premièrement, le barbelé s'impose et est utilisé du fait de sa légèreté matérielle. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est évident, c'est-à-dire qu'entre un mur et les réseaux de barbelés devant les tranchées, par exemple, c'est hyper intéressant. En fait, ce sont des piquets de 2 mètres, réguliers, et entre ces piquets, ils sont reliés de la base, enfin du haut vers la base, chacun, et ça crée, si vous voyez, un maillage de l'espace qui empêche de passer, mais qui est absolument minimal. C'est ce que je vous disais, un squelette de mur. On évide le mur du maximum de matière. Ça veut dire que le barbelé s'impose par sa légèreté matérielle, ce qui va avec évidemment une économie tout simplement très simple de production, de déplacement, d'installation. A l'inverse, le pouvoir souverain classique se distingue et son efficacité dépend de sa massivité matérielle. C'est-à-dire, la délimitation est d'autant plus efficace qu'elle est épaisse. Il faut faire des gros murs. Des murs épais. Plus le mur est épais, plus il est efficace pour ce qu'on veut qu'il fasse. Donc on a une opposition radicale. Deuxième aspect, qui va avec le premier, c'est interdépendant. Le barbelé s'impose par sa capacité de mobilité. Vous allez me dire, c'est évident, puisqu'il est léger, il peut être déplacé rapidement. Alors ce n'est pas que déplacé, c'est aussi qu'il est adaptable. Quand je dis mobilité, c'est-à-dire que comme la tranchée, on peut refaire le réseau très rapidement, on peut monter, démonter le camp très rapidement, etc. Ça crée un espace délimité très fortement. N'oubliez pas que c'est un barbelé. Il repousse les corps, il les blesse,
mais d'une manière extrêmement modulable. Donc la mobilité, c'est sa mobilité tout simplement en termes d'avancée, de recul, mais aussi de modularité, d'adaptabilité. À l'inverse, le pouvoir classique souverain de la forteresse, évidemment, il est caractérisé par sa fixité, son immobilité. Alors attention, là vous pourriez faire une sorte de contresens, en ne voyant le barbelé donc que comme une amélioration. C'est-à-dire en gros, ce pouvoir classique de la forteresse, il serait dépassé. Bah oui, il y a visé les pauvres avec de la pierre, et donc il est massif et il est fixe par défaut. Ce serait tout simplement son défaut. Et le barbelé étant plus moderne, eh bien, il aurait corrigé ses défauts en étant léger et mobile. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ça. L'aspect fixe du pouvoir sur l'espace classique, c'est pas un défaut, c'est sa force. C'est-à-dire qu'un pouvoir souverain, c'est ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire, c'est fixer la frontière. Donc, qu'il soit statique, ce n'est pas du tout un défaut. C'est ce qu'il fait, c'est sa fonction. Sa fonction, c'est de fixer les différences dans l'espace. Une bonne fois pour toutes. Là, c'est chez moi, là, c'est chez toi. C'est à moi, à toi. C'est binaire. Le barbelé signale la fin de cette... Enfin, je vais y revenir, pas la fin, mais une autre logique, si vous préférez, qui consiste à dire, pas du tout, le pouvoir doit être adaptable en temps réel. On doit pouvoir modifier les différences dans l'espace le plus possible en temps réel. C'est une autre logique. Troisième point, la plus délicate à comprendre, c'est la souplesse. Ce n'est pas la même chose que la mobilité. Et ça, c'est très important. C'est la plus difficile, mais en même temps, c'est presque la plus importante. Le barbelé, en fait, il est fragile. Il est fragile comme fil, et il est fragile comme réseau. Et c'est là tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'en gros, bon, évidemment, une clôture de champ, c'est fragile. Alors, vous avez tous, je pense, expérimenté ça. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Je me rappelle en Irlande en particulier, avec un fantasme de l'open range du Connemara. Et en fait, non. C'est-à-dire, pour aller dans la colline, il a fallu passer genre 6 clôtures de barbelés agricoles. Hautes comme ça, quand même, avec des sacs à dos de 15 kilos. Bon, donc, je m'en rappelle. Et donc, c'est quand même gênant. On peut escalader le barbelé, c'est toujours un peu dangereux. Il faut bien vérifier son tétanos avant, quand même. Enfin, et donc, c'est gênant. Enfin, mais on peut le passer. Mais enfin, c'est gênant. Par contre, évidemment, si vous avez une pince, bon, bah là, ça aurait été mal de notre part de couper pendant. Bon. Mais avec une pince, évidemment, une clôture agricole, ça se démonte très facilement. Évidemment, le réseau de barbelés devant la tranchée, c'est un peu délicat, surtout que vous êtes sous le tir de l'ennemi, donc c'est délicat. Mais bon, même si on prend le camp, et le camp fortifié, le camp de concentration très fortifié, je pense aux dispositifs de type Auschwitz, par exemple, là, vous avez au moins une double rangée de barbelés extrêmement serrés. Ça reste la forme du barbelé agricole, mais extrêmement condensé, très haute, évidemment, et électrifiée. On amène au maximum le truc. Mais même cette clôture-là avec une pince, ça prend 3 minutes. 3 minutes. Évidemment, comme vous le savez, c'est pas trop possible puisqu'il y a des miradors, entre autres. Donc c'est fragile le barbelé. Et donc qu'est-ce que ça indique ? Ça indique que l'exercice du pouvoir sur l'espace ne va plus se baser sur le même principe d'efficacité. Il ne se base plus sur la solidité et sur sa solidité matérielle. Il se base sur quelque chose qui est de l'ordre de la souplesse, c'est-à-dire l'absorption. L'absorption de l'agression. Plutôt que de la repousser, il s'agit de l'absorber pour qu'elle s'épuise. Et le barbelé le montre parfaitement bien, c'est-à-dire, et en particulier les réseaux dans les tranchées. Je vous ai dit, donc l'offensif peut arriver dans les barbelés, voilà, ils peuvent foncer dans les barbelés, mais tout simplement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'empêtrer dans les barbelés et l'élan va s'épuiser dans ce réseau. Autre exemple très très intéressant, et là aussi, vous voyez, c'est intéressant de passer de choses très empiriques, presque des détails empiriques, à des principes. Ce qu'ils ont découvert, c'est que les réseaux de barbelés, donc qui sont assez profonds, ça peut faire 20 mètres de profondeur, etc. C'est très fragile le barbelé, on l'a dit. Donc l'idée, c'est de bombarder les réseaux de barbelés pour pouvoir passer à travers, puisque c'est fragile. Sauf que ça ne marche pas du tout.
Et vous pouvez l'imaginer, ce réseau très dense, puisque si des obus tombent dedans, ce qui se passe, c'est que tout ça, ça s'envole, et ça retombe. Et ce qu'il dit, c'était encore pire après qu'avant. Parce que le beau réseau tout propre, vous pouvez arriver avec votre pince, tout ça, l'enchevêtrement complètement chaotique de barbelés, de piquets, etc., c'est terminé. Vous pouvez pilonner comme des sourds, ça ne sert à rien. Alors que la même quantité de bombardement sur un mur en pierre aurait suffi. Intéressant. Ça veut dire que l'efficacité n'est plus du tout dans cette solidité massive qui repousse, mais dans une capacité d'absorption. Une forme de malléabilité, de souplesse, qui épuise plutôt la force de l'intrus, de l'agression, etc., plutôt qu'elle ne la repousse. Je reviendrai sur ce point. Quatrième caractéristique, on est déjà légèreté, mobilité, souplesse. Quatrième caractéristique qui est importante, c'est la discrétion. Évidemment, le barbelé, du fait de sa légèreté, de sa finesse, c'est quelque chose de très discret. Bon, là, évidemment, vous pourriez avoir en tête, et c'est pas pour rien s'il y en a partout là, sur les flyers, etc., c'est que le barbelé, c'est discret, et oui et non. C'est-à-dire que quand on voit un barbelé, voilà, on a une réaction, puisqu'il symbolise, je vais y venir, des choses extrêmement puissantes. Donc, ce n'est pas hyper discret, le barbelé, de ce point de vue-là. Ça, c'est maintenant. Mais fonctionnellement, quand on utilise le barbelé, c'est quelque chose de discret. Je reviens. Et ça, vous avez sur les 3 dispositifs. Il y a déjà des récits dans l'open range américain de ces clôtures de barbelés qu'on ne voit pas. Et il y a un film là-dessus avec Kirk Douglas qui s'appelle L'homme sans étoile, je crois. C'est le titre français. J'ai oublié le titre anglais. Oui, en fait, c'est ce titre. Le titre est bizarre parce que en fait, le film ne parle pas de ça. Puisqu'il parle d'un cow-boy qui connaissait l'open range et puis qui voit arriver les barbelés qui viennent clôturer les champs de l'open range où les cow-boys mènent les troupeaux au clair de lune et voilà, sans limitation. Et il raconte, je crois qu'il raconte dans le film, en tout cas c'est des récits qui existent justement, du fait que la nuit, quand il y a du brouillard, etc., le fait de tomber quoi, sur une clôture de barbelés comme par inadvertance parce qu'on ne l'a pas vu. Bon, mais c'est encore plus net pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que les réseaux de barbelés sont extrêmement durs à repérer au niveau aérien pour les bombardements. C'est évidemment vrai pour les camps, puisque les camps sont par définition des dispositifs qui n'ont pas vocation à être explicites, qui n'ont pas vocation à être spectaculaires, qui ont vocation à être, si ce n'est cachés, en tout cas, relégués. On ne doit pas les voir. Et là, vous allez me dire, et le pouvoir souverain classique, à l'inverse, de la forteresse, c'est l'inverse. Lui, ce qu'il veut, c'est être vu. C'est une démonstration de la souveraineté, une démonstration de l'autorité, une démonstration de la force et de la puissance. Là aussi, ce n'est pas donc un défaut du pouvoir souverain classique de forteresse de ne pas être discret. C'est ce qu'il veut faire. Il veut manifester par une architecture visible et explicite du pouvoir que là, il y a quelque chose qui se passe de particulier. Par exemple, c'est mon territoire. Ou ici règne une autorité donnée. Ou c'est ma propriété. Eh bien, là aussi, il y a une inversion totale. Le barbelé, au contraire, est un outil d'un pouvoir discret, voire d'un pouvoir qui veut être invisible. Dernière caractéristique, en fait, la plus importante, je dis ça à chaque fois quasiment, donc là aussi, peut-être pas la plus facile à comprendre, on va voir. La délimitation, le pouvoir sur l'espace classique souverain est un pouvoir essentiellement passif. Je vais vous expliquer ça comme ça. En gros, justement, du fait de sa structure, du fait de sa nature, c'est un pouvoir qui se contente de créer des différences dans l'espace d'une manière statique et passive. Et en gros, effectivement, la forteresse, la muraille de la forteresse, n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'autre chose qu'elle-même. Elle exerce son pouvoir par elle-même. Alors je sais qu'à chaque fois, on se dit oui, mais quand même, s'il n'y a pas de gens dans les créneaux pour jeter des trucs sur les gens qui veulent monter, ça ne marche pas. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça, c'est secondaire. Ce qui est d'abord l'exercice du pouvoir, c'est la matière elle-même qui empêche de passer.
Avec le barbelé, on a une inversion fondamentale de ce principe, une inversion de proportion. Avec le barbelé, ce qui est le plus important, eh ben, c'est pas le barbelé. Voilà. Vous voyez, vous avez dit tout ça jusque-là, puis en fait, on passe à autre chose. En fait, c'est pas le barbelé. Le barbelé tout seul, ça ne sert à rien du tout. Ce n'est rien. J'exagère un peu là. Parce que le barbelé implique, j'insiste sur ce mot, conceptuellement, il implique la surveillance. Sans surveillance, un barbelé est inefficace, inutile et même en fait, il ne représente rien. Le barbelé signale que c'est un duo, c'est un tandem. Il y a un outil qui ralentit l'intrusion de telle manière qu'on puisse avoir des informations sur cette intrusion pour réagir efficacement. C'est pour ça que le tandem barbelé-mirador est fondamental. C'est pas barbelé, c'est barbelé-mirador. Toujours. Quelle que soit la forme du mirador, vous avez compris. C'est-à-dire que le barbelé, il arrête la tentative d'évasion pendant un temps, ce qui permet juste de savoir qu'est-ce qui se passe et de réagir en fonction. C'est-à-dire là de tirer à vue. Bon, mais là c'est relativement simple, mais ça peut être plus raffiné. Donc le barbelé, il indique qu'il y a une inversion. C'est pas, il y a une muraille qui suppose qu'il y ait un peu de surveillance. Non, il y a une surveillance qui se dote d'un outil de retardement. Et donc le barbelé est secondaire en quelque sorte par rapport à la capacité de surveillance et de réaction. Le barbelé, il indique un nouveau dispositif de pouvoir sur l'espace qui est surveillance-réaction. Et donc, c'est pour ça qu'il nous amène évidemment vers d'autres technologies. Ça fait signe vers un dépassement du barbelé qui devient donc archaïque pour deux raisons. D'abord, on comprend bien que, puisque c'est ça, ces principes, légèreté, mobilité, souplesse, discrétion, réactivité, il y a des choses qui vont le faire beaucoup mieux que lui. Donc des nouvelles technologies, électroniques, informatiques, ondulatoires. Bon. Mais il y a une autre raison qui fait que le barbelé, on pourrait penser qu'il est dépassé, c'est que par toutes ces utilisations, il a condensé sur sa simple forme, même agricole, tout un symbole de la violence et de la brutalité extrême de l'État, de la brutalité extrême politique du XXe siècle. La guerre et surtout évidemment les camps. À tel point que si vous faites un livre sur les camps ou sur l'enfermement, ou etc., vous pouvez vous contenter de faire une couverture juste avec un brin de barbelé. On comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas d'agriculture. Parce qu'il a condensé ce symbole. Ça veut dire que la discrétion, ça marche moins. C'est-à-dire que si vous mettez des barbelés, tout le monde va dire là, il se passe quelque chose de grave. Je vais revenir sur ça parce que je sais que vous devez penser maintenant. Justement, c'est ça. Mais on va dire ça pour l'instant. Il se passe quelque chose de grave. Et en plus de ça, il y a des outils plus développés. Donc on se dit, le barbelé est donc dépassé. Et donc je viens à ce que je disais au début, pour terminer. Mais en fait, non. Alors quand même, juste quand j'ai écrit cette première version du texte il y a 20 ans, c'était moins net. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y avait une actualité du barbelé dans des frontières, pour fermer un certain nombre de lieux, industriels ou autres, pour enfermer des gens. Bien sûr qu'il y en avait une. Mais on était encore dans une situation où le barbelé avait ce poids symbolique extrêmement fort qui cantonnait ses utilisations dans des zones particulières et surtout sur des populations particulières. Il y a évidemment des populations sur lesquelles on peut l'utiliser, c'est pas grave, puis il y en a d'autres sur lesquelles on ne peut pas parce qu'il faut respecter leurs droits. Bon. Donc, il y avait cette situation, mais le barbelé était encore très cantonné, et donc l'accent était mis pour moi sur les nouvelles technologies. Maintenant, c'est plus compliqué parce qu'il y a eu quand même assez clairement une forme de comeback, de retour du barbelé, on pourrait même dire de retour en force. Alors je voudrais juste revenir là-dessus, et en particulier sous sa forme barbelé rasoir. Je voudrais juste mettre en avant deux points. D'abord, le barbelé ne disparaît pas parce qu'en fait, il faut le comprendre comme un élément possible d'un dispositif plus générique, qui est ce dispositif de pouvoir sur l'espace, de délimitation de l'espace, de hiérarchisation de l'espace et de tri des entrées et des sorties, quel que soit le dispositif. C'est-à-dire délimitation d'une zone et checkpoint, c'est-à-dire tri des entrées et sorties. Ce dispositif-là, qui peut servir à tout, à enfermer, à gérer un espace productif, à hiérarchiser un espace social, etc.,
eh bien, il peut être réalisé par un panel extraordinaire d'éléments, d'outils, de techniques. Ça peut être un dispositif extrêmement léger, c'est-à-dire avec une délimitation d'espace uniquement symbolique, avec pas de barbelé, bien sûr, rien de violent, avec juste éventuellement un agent d'accueil qui vous dit, qui vous laisse entrer ou pas, etc., etc. Ça peut être un espace, genre un magasin. Ça peut être un supermarché. Supermarché, déjà, on va ajouter des nouvelles technologies, des portiques qui détectent des mouchards, qui détectent des mouchards électroniques en sortie, des caméras, mais pas de barbelés dans un supermarché, puisqu'on est là pour s'amuser, détendu, etc., etc. Donc vous voyez, tout un panel de choses les plus légères où il n'y a quasiment rien, des choses légères où on va avoir beaucoup de nouvelles technologies, mais surtout pas ce genre de choses qui sont trop brutales, jusqu'au maximum, c'est-à-dire la délimitation où on va tout mettre. Donc, par exemple, le mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie. Il y a tout. C'est-à-dire il y a un haut mur de béton de 9 mètres, je crois. Il y a des barbelés, des herses métalliques, toutes les nouvelles technologies que vous pouvez imaginer de détection, et des militaires, des gardes armés. Donc là, il y a tout. Mais donc, ce qu'il faut imaginer, c'est ça. C'est pas est-ce qu'il y a du barbelé ou pas. Bien sûr, c'est une indication intéressante. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un dispositif qui est polyvalent et qui peut moduler différents types d'éléments pour réaliser finalement quelque chose d'équivalent. Donc, le barbelé, il est toujours utilisé parce que c'est un élément qu'on va utiliser quand il est pertinent opérationnellement et symboliquement. C'est-à-dire qu'il est acceptable. Mais il y a un autre élément, le dernier élément sur lequel je voulais revenir. Il y a eu quand même quelque chose, alors je vais le dire un peu naïvement, et ça pourrait justement se discuter. Il me semble qu'il y a eu une inversion politique de la place et de la perception symbolique du barbelé, et en particulier en Europe, et en particulier depuis 10 ans. Et là, ça se concentre sur la fortification des frontières européennes face aux migrations, et en particulier au moment de ce qu'on pourrait appeler la crise migratoire liée au conflit en Syrie. Et je vous donne un exemple. J'avais été en Slovénie pour parler de ça, et ils étaient traumatisés parce que l'État venait de décider la fortification de la frontière slovène avec du concertina sur des centaines de kilomètres. Donc forcément, quand vous arrivez en train de dire, mais en fait, le problème, c'est plutôt les nouvelles technologies et que la frontière vient d'être entièrement fermée avec du concertina, il faut revoir un peu les choses. Quelle inversion est fondamentale, à mon avis, dans cette... Qu'est-ce que ça nous dit, ce retour du barbelé ? C'est pas simplement le fait qu'il y ait une politique plus brutale. Je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Ce que ça indique, c'est que jusque-là, et moi, quand j'avais écrit ce bouquin, en Europe, c'était globalement le cas, il n'était pas possible de défendre politiquement et publiquement et explicitement l'utilisation de ce genre d'outils pour gérer des populations humaines. Ça pouvait se faire, mais pas de cette manière-là, pas comme un outil qu'on met en avant politiquement, dans un discours politique de marketing politique, pour être élu, en disant « votez pour moi », je schématise, parce que moi, j'utiliserai du barbelé pour vous protéger. Ça, c'était pas possible. Et comme vous le savez, maintenant, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais ça se fait. C'est-à-dire que cette charge symbolique qui cantonnait le barbelé finalement dans des usages spécifiques, eh bien, elle saute. Ce qui fait que ce retour du barbelé, c'est aussi un signe sur la polarisation politique actuelle qui peut justifier d'utiliser des moyens non seulement aussi brutaux en eux-mêmes, mais dont on connaît l'histoire, ou justement une histoire qu'on oublie en fait, pour faire ce genre de choses. Et je pense que souvent je dis ce genre de choses-là, c'est-à-dire que ce qui est intéressant quand le barbelé est utilisé pour gérer des populations indésirables, c'est que le côté explicite de la brutalité qu'il exerce nous indique toujours et pose la question, à mon avis, politique fondamentale, qui est non pas simplement en tant que citoyen, qu'est-ce que je pense de cette politique-là, bien sûr que c'est important. Je pense qu'il y a une autre question plus gênante, c'est qu'est-ce que ça signifie que d'être du bon côté des barbelés ? Qu'est-ce que ça implique ? Puisque si on utilise des barbelés pour gérer des populations humaines, il y a toujours un bon côté du barbelé. Et en l'occurrence, là, nous, on est du bon côté.
pour le moment. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que ça signifie d'être du bon côté? C'est-à-dire, à quel prix on me protège? Jusqu'à quel prix je veux qu'on me protège? Et aussi, est-ce que moi-même, je ne suis pas finalement toujours en menace d'être de basculer du mauvais côté, etc. Et donc, dans quelle mesure on peut considérer qu'on est gouverné encore au barbelé? On est gouverné au barbelé dans le sens de gouverné par la promesse de protection hyper ambiguë qu'il porte et gouverné par la peur de passer de l'autre côté. Bon, je m'arrête là. Désolé pour le temps.